Bonjour à tous. Donc ici Nathalie Hamel du Centre Jacques Cartier. Nous avons aujourd'hui la joie d'avoir une table ronde sur le nouveau regard de la francophonie et ses défis au XXIe siècle. Cette table ronde sera composée donc de Sani Yaya, Lia Varela et Linda Cardinal. Je vais vous les laisser et chacun se présentera pour cette table ronde. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour chers collègues, chers amis et au grand public. Moi c'est Sani Yaya, je suis professeur titulaire à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa. Je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche, la chaire Senghor en santé et développement en Afrique. Et enfin, je suis depuis quelques semaines le nouveau vice-recteur international et francophonie. Bonjour, je m'appelle Linda Cardinal. Je suis la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie pour les Amériques, ici à Montréal, et nous avons aussi une antenne à Sao Paulo. Je suis aussi professeure associée à l'Université de l'Ontario français et tout récemment, j'ai été titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l'Université d'Ottawa. Je suis aussi professeure émérite à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Bonjour, je m'appelle Lia Varela, je suis argentine, je vous parle depuis Buenos Aires. Je suis professeure à l'Université nationale de 13 de Febrero à Buenos Aires et titulaire de master en gestion des langues et aussi directrice du laboratoire de recherche et d'innovation en politique et gestion des langues. Et disons, dans ma qualité de spécialiste et universitaire, je fais partie de la commission scientifique de l'AUF Amérique et donc j'accompagne le mandat de Madame Cardinal. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la première question. La première question, c'est quelle instruction en français, quelle francophonie dans la réalité mondiale aujourd'hui? Je laisse la parole à Sani. Vous nous posez là une très bonne question, une question encore plus pertinente aujourd'hui évidemment, là, en contexte de pandémie. D'entrée de jeu, je dirais qu'en dépit du passé prédateur de la langue française au cours de l'histoire, la donne a beaucoup changé, je dirais même changé radicalement depuis quelques années avec la mondialisation et la francophonie contemporaine. Le français apparaît aujourd'hui grâce à ses quelques 300 locuteurs de par le monde comme la langue, je dirais, par laquelle la diversité se fait. De par sa stature de langue internationale, le français peut, à mon sens, se révéler un puissant instrument d'altérité et de diversité. Et c'est pourquoi je crois utile de repenser le discours autour de l'instruction dans cette langue française et je crois que la francophonie peut véritablement y contribuer. Il m'apparaît difficile, bien entendu, de prétendre à l'universalité de la langue française si les jeunes l'abandonnent parce qu'elle n'est plus attirante. Et l'abandonne en l'occurrence au profit d'autres langues, dont l'anglais ou même le mandarin. Le français n'a pas, quoi qu'on en dise, n'est pas dans une situation aussi précaire. De par le monde, hein, je parle de façon très homogène, là, la réalité de la langue française varie beaucoup selon qu'on est en Afrique, en Europe ou en Amérique. Et dans une économie axée sur le savoir, bien entendu, l'écart numérique qui se creuse aujourd'hui s'articule à l'échelle mondiale sur un déséquilibre qui rend la francophonie vulnérable face à l'hégémonie de la langue anglaise. Alors pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est que les institutions d'enseignement doivent pouvoir aménager des espaces qui permettent vraiment de valoriser la création, mais aussi, je dirais, la diffusion de savoir en français et contribue aussi à la création et au développement de filières de formation en français.
Et malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on observe aujourd'hui, même dans certaines institutions traditionnellement francophones. Il y a comme vraiment un glissement au profit là, de formation en anglais, un glissement au profit de la dissémination de la recherche en anglais dans l'espace anglophone. Et pour moi, c'est vraiment une menace véritablement, évidemment, pour cette francophonie-là. Donc, la capacité de nos institutions à pouvoir donc s'opposer à ce que j'appelle la marchandisation finalement, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la marchandisation de l'éducation et de la culture. Donc, la capacité de ces institutions-là vraiment à s'opposer en rempart à cette marchandisation, pour moi, pourrait effectivement permettre à l'espace francophone en matière d'enseignement, en matière de formation et en matière de recherche, évidemment, de s'exprimer, de s'épanouir. Alors, je vais laisser là la parole à mes collègues pour voir comment est-ce qu'elles réagissent sur cette question-là. Je peux poursuivre. Alors moi, je vais aborder cette question du point de vue international, du point de vue de l'AUF Amérique. Tout d'abord, je tiens à rappeler que l'AUF est le plus grand réseau universitaire mondial. Nous avons plus de 1000 membres d'établissements à l'AUF, 49 bureaux un peu partout dans nos régions et 10 directions régionales, la mienne étant Amérique, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est quand même impressionnant. Cette francophonie, elle est une francophonie qu'on appelle à l'AUF la francophonie scientifique. Elle est solidaire. Elle repose sur le principe du co-développement et de la co-construction. Ce qu'on s'aperçoit dans le contexte actuel de la COVID ou de la pandémie, c'est qu'elle est un puissant révélateur d'inégalités entre les établissements. Il y a les grands établissements, les petits établissements, un peu partout dans le monde. Et évidemment, il faut une action, notamment à l'AUF, qui fait qu'il n'y a aucun établissement qui est laissé derrière nous. Les ressources ont tendance à se concentrer dans les grandes universités, alors que les petites universités, elles ont des rôles régionaux vraiment très importants. Il faut s'assurer que ces petites universités puissent aussi continuer à faire leur travail. Et c'est à ça que sert la francophonie scientifique solidaire, c'est-à-dire aider tout le monde à passer à travers cette pandémie. Mais cette pandémie, pour la francophonie, nous enseigne quand même des choses intéressantes, importantes en matière d'internationalisation. Je pense qu'il va y avoir un avant et un après COVID en matière d'internationalisation. On avait une approche dominante, notamment dans les Amériques, en Amérique du Nord, peut-être plus qu'ailleurs, une approche dominante caractérisée par l'utilitarisme, c'est-à-dire on compte beaucoup sur les étudiants internationaux pour venir renflouer les coffres de nos universités. C'est lié à des sous-financements dans nos milieux respectifs et du coup, les étudiants internationaux sont devenus des chiffres. Déjà qu'en francophonie, on compte beaucoup sur l'Afrique parce qu'en Afrique, le français progresse de façon importante. Et donc là, on instrumentalise l'Afrique pour tout, et notamment pour l'internationalisation. Et il y avait aussi un mouvement de fond qui commençait dans nos universités avant la COVID pour qu'on fasse de l'internationalisation chez soi. C'est-à-dire qu'on commence à s'ouvrir à la diversité au sein de nos propres milieux, qu'on commence à agir aussi en citoyen mondial, en citoyen mondiaux, ou en tout cas quelqu'un qui adhère à la citoyenneté mondiale, à l'intérieur même de nos milieux. Et donc, je pense qu'après la COVID, la francophonie va être interpellée encore plus par cette autre façon de vivre l'internationalisation et l'international. C'est-à-dire que le recrutement des étudiants va reprendre, c'est sûr, on veut reprendre contact, on veut du présentiel, mais on va aussi peut-être repenser l'internationalisation davantage en termes de co-développement, de mise en commun des différentes épistémologies à l'intérieur de nos différents milieux pour s'assurer qu'on puisse tous avancer ensemble dans une francophonie solidaire sans toujours s'instrumentaliser mutuellement. Quant à moi, il faudrait peut-être justifier ma place dans cette conversation en tant qu'Argentine.
parce que bon, c'est pas évident, l'Argentine, comme disons, prenons la parole en tant que francophone aussi. La francophonie est une composante importante dans la tradition culturelle argentine et ça a façonné, par exemple, ses institutions politiques depuis l'indépendance. Et la culture française francophone a été transmise non seulement au sein de familles cultivées, des familles d'élite, mais aussi, et pendant longtemps, par les institutions éducatives. Et or, depuis les années 90, et la tendance qui avait été à peu près à la parité anglais-français et qui a eu, bon, qui avait souffert justement après les années 80 d'une diminution et justement au profit de l'anglais. Et après les années 90, cette tendance s'est vraiment accentuée. Et donc, c'est la place du français dans les institutions éducatives est aujourd'hui minoritaire, mais elle reste une valeur, un atout pour certains secteurs qui continuent à le transmettre, à le faire, disons, s'épanouir pour la jeunesse et pour les échanges culturels et autres. Donc, et pour nous, spécialistes de politique linguistique, c'est un défi, bien sûr, de trouver des stratégies, des moyens pour garder cette place importante et, dans l'enseignement, non seulement obligatoire, mais aussi l'enseignement supérieur. Et je vois qu'il y a des stratégies qui sont porteuses et qui vont dans le sens justement de la coopération universitaire internationale. Et ça, je vais en parler après, mais je voudrais dire aussi qu'une preuve de l'importance de cette composante francophone dans l'histoire et la culture française, pardon, la culture argentine, et justement le fait qu'en 2014, le pays a demandé l'adhésion comme membre observateur de l'OIF. Et à un moment où, après, disons, la crise du projet de la zone de libre-échange des Amériques, les pays de la région, et à une période marquée par un mouvement post-néolibéral, et disons, la recherche d'alliances plus diversifiées a fait justement que les autorités se tournaient vers la francophonie. Et donc, cet élément revient maintenant aussi comme un atout au niveau politique. Donc, c'est comme cette tendance post-néolibérale revient aujourd'hui, je crois qu'on a les conditions favorables pour une relance justement de cet aspect et de ces liens vers la francophonie et autres partenaires aussi dans le monde. Merci, c'est vraiment intéressant d'avoir les points de vue de différentes régions et de voir un peu ce qui se passe aussi même en Argentine hein, sur la francophonie. Je pense que vraiment, merci. Donc, sauf si vous voulez continuer sur cette question, sinon on peut passer sur la deuxième question. Allez-y. Non. La deuxième question. Oui. Donc, la deuxième question, on est pourquoi cibler la francophonie économique et comment intéresser les jeunes? Pourquoi cibler la francophonie économique? Parce qu'on n'a pas le choix. Je pense que ça me semble une évidence. Comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, la langue française est la troisième langue des affaires, après l'anglais et le mandarin. Je souligne aussi que la francophonie représente à elle seule plus de 16% du PIB mondial, même si dans le secteur du numérique, on en convient, le retard est particulièrement important.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeunesse francophone, euh, si elle ne voit pas vraiment l'intérêt économique de cette francophonie-là, elle s'en détournera. C'est pas compliqué. Et pour moi, c'est que une réalité à laquelle il faut, une réalité qu'il faut constater, c'est que la langue anglaise reste mondialement située aujourd'hui, je dirais, au centre de la vie matérielle, de la vie politique, de la vie intellectuelle, de la vie culturelle et je dirais même de la vie symbolique de plusieurs millions de personnes, pendant que les autres langues, incluant le français bien entendu, voient diminuer leur valeur économique et se dévaluer, évidemment, voire dévaluer leurs produits linguistiques et je dirais même dans une certaine mesure leurs capitaux symboliques. Alors, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'attractivité de la langue française chez les jeunes, en l'occurrence, est intimement liée à notre capacité à faire en sorte que cette langue-là leur soit utile dans leur vue professionnelle future. Ça, c'est fondamental. Alors, pour moi, le français ne doit et ne peut seulement se présenter comme une langue de culture, mais aussi une langue de réussite. Et de toutes les façons, nul aujourd'hui ne peut parler de culture sans parler d'économie. On le voit très clairement, le flux des échanges internationaux, le commerce international, les biens culturels, évidemment, représentent aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques de cette économie mondialisée-là, dans laquelle nous sommes. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone estime, par exemple, que il y a près de 360 millions, 360 selon certaines estimations, donc 350 millions de jeunes Africains qui parlent français. Et que d'ici 2050, près de 90% des jeunes francophones vivront en Afrique. C'est majeur. C'est majeur. Donc, l'Afrique, par exemple, francophone, pour moi, sera au cœur de l'économie mondiale des prochaines années, des prochaines décennies, avec des forts taux de croissance que les économistes, évidemment, prévoient ou anticipent. Et pour moi, la francophonie, le cœur de la francophonie économique, évidemment, risque fort bien de se retrouver au sein de cette Afrique-là. La mondialisation dans laquelle nous nous situons en ce moment peut, de mon point de vue, ouvrir de nouvelles perspectives pour la francophonie. Et savez-vous, par exemple, que 70% des Chinois qui apprennent aujourd'hui le français le feraient, par exemple, pour développer des relations d'affaires avec l'Afrique francophone. Bien entendu, il ne faut pas sous-estimer les effets de cette mondialisation. Mais je suis fondamentalement de ceux qui pensent que nous devons faire le pari d'une francophonie qui n'est pas seulement culturelle, mais aussi d'une francophonie économique plus visible, plus forte, mais aussi plus offensive, notamment dans les grandes entreprises, notamment dans les organisations internationales, notamment dans les institutions financières ou d'expertise internationale. Donc, pour moi, vraiment, c'est un défi et je crois que d'ailleurs, plusieurs acteurs au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, plusieurs acteurs au sein de la conférence des chefs d'État francophones ont très clairement mis en évidence et de l'avant l'importance de cette francophonie économique-là, qui évidemment est une condition essentielle de la valorisation de l'espace francophone et la survie de la francophonie, évidemment, dans son ensemble dépend aussi de la prise en considération de cet élément extrêmement important. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec Sani. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je disais, je suis tout à fait d'accord avec Sani, mais j'aimerais ajouter quelques éléments. D'abord, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on s'entend tous pour dire que le français doit être une langue de promotion sociale et économique. Le français est une langue qu'on associe beaucoup à l'identité, mais en fait, si on a une identité forte,
on est aussi, c'est-à-dire, on est aussi en mesure d'utiliser le français pour l'économie, de reconnaître que le français, c'est un enjeu de sécurité, que la langue, c'est un enjeu lié à la santé, c'est-à-dire la langue, elle traverse tous les domaines. On a décidé de cibler l'économie parce qu'on a l'impression que c'est seulement l'anglais qui est une langue de liberté. Hein? Comme si les gens pouvaient réaliser leurs rêves à travers la langue anglaise et que la langue française ne permettait pas aux gens, aux jeunes, entre autres, de réaliser leurs rêves. Alors que la langue anglaise est une langue qui produit avec elle autant d'inégalités qu'ailleurs. C'est-à-dire la mobilité sociale dans le monde anglophone n'est pas nécessairement à son zénith. Il faudrait faire des comparaisons entre les différents pays, mais dans les pays francophones, il y a aussi, le français peut aussi être un levier de promotion sociale. Et donc là, sur le plan identitaire, il y a un recadrage à faire, je dirais, de la place de la langue et de la langue française dans le développement social et professionnel des populations. Et notamment, c'est important de communiquer aux jeunes. L'AUF a ciblé l'économie. On a des projets d'étudiants entrepreneurs, par exemple. On a ciblé l'appui au système d'éducation parce qu'on sait qu'il faut aussi faire de l'apprentissage en français et on a ciblé évidemment l'appui aux universités. Et l'Afrique est au cœur aussi du mandat de l'AUF, mais évidemment l'AUF, c'est, comme je disais, 1000 membres, 49 bureaux, etc. Donc on a aussi un rayonnement à l'extérieur de l'Afrique, mais l'Afrique est au centre de nos préoccupations pour les raisons dont parlait Sani tout à l'heure. Et moi, j'aimerais ajouter un élément. Au lieu de poser identité ou culture et économie, parce qu'une culture, c'est-à-dire plus on est fier d'appartenir à l'espace francophone, ou plus on parle français, ou plus on a une identité forte, plus on va vouloir faire de l'économie en français, plus on va faire des affaires en français, mais plus ça va renforcer notre identité. Donc, à un moment donné, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est lequel qui vient en premier. On a fondé la francophonie peut-être un peu trop sur la notion des valeurs qui nous unissaient. Et là, on a décidé de prendre une orientation plus pragmatique. Mais au final, ce qui est important, surtout pour les jeunes, en fait, c'est l'opposition entre concret et abstrait, je pense. C'est-à-dire, les jeunes veulent des choses concrètes. Nous, les plus vieux, on s'est peut-être satisfait de se projeter dans des concepts. On s'est peut-être satisfait d'une francophonie uniquement fondée sur des valeurs parce que nos intérêts étaient peut-être ailleurs. Mais pour les jeunes, aujourd'hui, ça prend des choses concrètes. Et il faut leur donner des pratiques exemplaires, il faut leur donner des exemples de choses qui fonctionnent en francophonie. Tu parlais de programmes étudiants entrepreneurs tout à l'heure, des programmes de formation d'enseignants, des choses très concrètes au sein desquelles ils peuvent, c'est-à-dire qui peut les intéresser, mais aussi avec lesquels ils peuvent comprendre qu'ils ont un avenir. Hein? Parce que c'est très difficile de penser à son avenir aujourd'hui. Mais quand on parle de la formation des enseignants, c'est-à-dire la profession enseignant, c'est peut-être pas sexy pour plusieurs en ce moment. C'est peut-être un métier dangereux être professeur dans certains milieux, mais n'empêche que la profession d'enseignant, c'est une profession très culturelle jusqu'à un certain point, mais c'est une profession d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des manques d'enseignants partout, en Afrique, en francophonie canadienne. Alors, pourquoi on ne se met pas ensemble pour dire que notre économie, elle doit reposer sur un système éducatif fort? Mais travaillons ensemble à construire ce système éducatif parce que les retombées économiques sont fondamentales. Alors, tout ça, je pense, c'est à recadrer et à repenser la francophonie sur ce qu'elle nous amène de concret aussi dans notre vie. Et ça peut être une identité forte, mais avec des exemples très concrets qui permettent aux jeunes de voir que leur avenir passe aussi par le français. Pour ma part, je vais parler, bien sûr, du point de vue de ce milieu où le français est langue étrangère et pas langue première. Et donc, et justement, et pour reprendre un peu l'historique que j'ai fait rapidement tout à l'heure, j'ai remarqué que cette relation plus forte, plus marquante, plus liée à l'identité du français se créait dans des formations longues, dans des expériences vitales des jeunes, par des échanges, des voyages, etc.
et que ces nouveaux apprenants de français que je vois aujourd'hui émerger comme un nouveau phénomène lié justement à ces questions de politique linguistique et des langues, et ils se trouvent dans certains milieux professionnels et donc ils arrivent au français après avoir appris l'anglais et peut-être d'autres langues. Et donc, ils apprennent le français justement lié à un métier, à une profession ou à un séjour, un stage à l'étranger. Et donc, ils développent une relation plus instrumentale, plus superficielle vis-à-vis du français. Et c'est là où je vois un risque parce que on peut facilement se détourner. Alors, quand la langue ne traverse pas vraiment ou n'est pas liée à des expériences vitales importantes et marquantes. Et donc, à mon avis, et c'est un peu mon expérience aussi comme enseignante, et je crois qu'on peut faire un peu les deux, c'est-à-dire laisser le français se développer à ce niveau de la formation professionnelle ou universitaire en général, pour la recherche par exemple, mais lié à des expériences vitales importantes et marquantes. Et donc, par exemple, je vois ça, c'est mon expérience, quand il y a des projets qui impliquent, des projets de coopération internationale, universitaire qui impliquent les jeunes et qui sont le cadre pour le développement de relations sociales ou des découvertes, des réussites professionnelles, là, le français prend une autre valeur. Et c'est plus l'instrument passager qui est aujourd'hui utilisé parmi d'autres outils, mais justement une partie importante de la vie. Et donc, il y a là la garantie que cette relation sera durable et qui ouvrira des portes à différents niveaux de la vie et pas que l'économique ou le professionnel. Donc, voilà un peu pour nuancer peut-être la proposition. Je pense que c'est très intéressant parce que là, ici, on aborde le rêve et le concret, le fait de voir jusqu'où on va pour cet apprentissage pour que finalement, il ne soit pas superficiel. Et puis, toute la place aussi de monter des programmes d'étudiants entrepreneurs, de prendre conscience de cette francophonie qui est en croissance chez les jeunes en Afrique, entre autres, et comment les lier avec l'économie. Je pense que c'est des sujets qui sont vraiment passionnants et que j'espère qu'ils seront encore développés. On a une troisième question qui est quelle francophonie pourrait mieux s'imposer sur la place internationale? Je vous laisse la parole. À l'échelle internationale, au cours des dernières années, plusieurs ont suggéré l'idée que la francophonie devrait en finir avec la géopolitique et se recentrer essentiellement sur la langue française. Je suis de ceux qui pensent, surtout dans un contexte marqué par d'importants bouleversements à l'échelle internationale, bouleversements des grands équilibres géopolitiques. Alors, resurgence pardon, des nationalismes, tendance à l'unilatéralisme, tendance à l'isolationnisme. Je suis de ceux qui pensent que la francophonie peut faire primer l'état de droit, la justice, la coopération et bien entendu la solidarité. Pour être en mesure de mieux asseoir sa légitimité, je crois que la francophonie doit être en mesure d'apporter des réponses aux grands enjeux et aux importants défis qui minent sa communauté. Le fait est que la francophonie aujourd'hui, notamment en Afrique et ailleurs dans le monde, est le théâtre de conflictualités récurrentes ou nouvelles. Le théâtre, évidemment, de défis en matière d'environnement, en matière de santé. Et parmi, évidemment, ces nouvelles formes d'insécurité partagée,
J'ai parlé évidemment des changements climatiques, j'ai parlé de sécurité, on peut évoquer évidemment toute la question du terrorisme, on peut aborder toute la question de l'inclusion. euh, et ce sont évidemment de nouvelles formes d'insécurité qui sont partagées et qui évidemment sont très inquiétantes. Alors, ces diverses menaces sont aujourd'hui une réalité globale à laquelle il faut une réponse globale, solidaire et bien entendu coordonnée mutuelle. La mise en place d'instruments permanents, régionaux, de régulation des conflits, de sécurité, de gestion environnementale, permettront, à mon avis, à la francophonie de pouvoir mutualiser les ressources, collecter des informations, élaborer évidemment des plans communs et canaliser évidemment des initiatives transnationales afin évidemment de pouvoir mobiliser les différents États membres de cette francophonie-là et leur permettre donc de faire front commun pour régler plusieurs de ces enjeux-là dont je parle. Parce qu'il ne faut pas se tromper, s'il revient effectivement à chaque État d'assurer la santé, la sécurité de ses propres populations. Comme vous le savez, les défis actuels, évidemment, sont devenus transnationaux et volatiles. Et aucun pays, évidemment, aujourd'hui n'est en mesure d'assurer désormais, comme il se doit, sa propre sécurité, encore moins de faire face aux défis auxquels elle peut être confrontée. Donc pour moi, l'avenir et le rôle aussi de la francophonie se trouvent là, parce que, ne nous méprenons pas, la francophonie n'a pas nécessairement les moyens, ni même la vocation d'intervenir partout, en tout temps et de n'importe quelle façon. Néanmoins, je crois qu'une approche globale et cohérente au sein de cette francophonie-là devrait pouvoir donc se fonder sur une complémentarité avec d'autres partenaires issus de la communauté internationale et qui me permet vraiment de miser sur la subsidiarité avec des autorités nationales, régionales et locales. Et donc, c'est vraiment un débat aujourd'hui et on le voit notamment en Afrique, que beaucoup de pays justement souhaitent et attendent cette cette présence-là de la francophonie dans les grands enjeux auxquels plusieurs pays font face. Et je pense que l'exemple de la pandémie de la COVID-19 vient encore illustrer, je dirais là, le fossé ou peut-être même l'absence d'une réponse vraiment coordonnée à l'échelle de cette francophonie-là, et je m'en désole. Et je pense que c'est vraiment dans des dossiers de cette nature-là qu'on peut mieux apprécier vraiment le rôle et surtout l'importance que cette francophonie peut et doit jouer afin évidemment de mieux asseoir sa légitimité. Bien, si je peux poursuivre par rapport à ce que Samy vient de dire, moi j'aimerais parler plus quelle francophonie scientifique sur le plan international. C'est plus directement lié à ce que je fais. Mais je dirais de façon générale que cette francophonie, qu'elle soit scientifique ou politique, elle doit être moins bureaucratique. Parce qu'on associe la francophonie à de la bureaucratie. Elle doit être plus agile et elle doit être plus décentrée. C'est-à-dire, évidemment, la France finance beaucoup cette francophonie, mais malgré tout, il y a une norme à revoir. Et cette norme, on la voit concrètement aujourd'hui, elle est en train de changer. Cette francophonie, on a une dame rwandaise qui est à la tête de l'OIF, on a à la tête de l'Agence universitaire de la francophonie un Tunisien, on a au centre de la francophonie d'Amérique un Acadien. On a, bon, moi, je me mets là, je suis franco-ontarienne à la direction régionale des Amériques. Samy, premier vice-recteur international francophonie à l'Université d'Ottawa. Elia, qui est notre collègue d'Argentine, qui fait partie de cette francophonie que j'appelle invisible. C'est-à-dire cette francophonie qui est dynamique, qui participe à la francophonie, mais dont on ne soupçonne pas l'existence parce qu'on dit, ah, ben l'Amérique latine, où est-ce qu'ils sont les francophones en Amérique latine? Mais en fait, il y en a. Et tout le travail
l'AIF a 46 membres, 46 établissements membres de l'Amérique latine. Donc, il y a une dynamique francophone en Amérique latine. Donc, cette francophonie scientifique, elle est décentrée. Et elle doit absolument être plus agile pour ne plus être associée justement à de la bureaucratie, une francophonie qui ne fait que parler, de parler de son identité, mais une francophonie, comme je disais tout à l'heure, qui est plus concrète, qui est rigoureuse, qui est prise au sérieux, qui est capable de parler de ses succès, d'avoir une gestion exemplaire. Je pense que c'est vraiment tout à fait importante. Une francophonie aussi qui ne décide pas pour les autres, qui fonctionne de façon collaborative, qui fait du co-développement et qui n'utilise pas, par exemple, l'Afrique comme faire-valoir. Hein? Ah, on fait des choses en francophonie, regardez ce qu'on fait en Afrique. Non, c'est-à-dire on fait des choses en francophonie, regardez comment on travaille ensemble, comment on est capable de se mettre autour d'une table et co-construire ensemble ce qui est important pour nous. Co-construire ensemble nos objectifs de développement. Je pense que ça, c'est vraiment très important. La francophonie, c'est pas seulement le Québec, la France, ou même l'Afrique, c'est Québec, France, Afrique, mais aussi la francophonie canadienne, l'Amérique latine. Moi, j'arrive de la francophonie canadienne, je vois bien tout le travail qu'il y a à faire pour mieux faire connaître cette francophonie. Ce qui est très intéressant en ce moment au Canada, c'est le rapprochement entre le Québec et la francophonie canadienne. Alors ça déteint aussi sur la francophonie internationale, parce que là, on a des francophonies qui sont en train de chercher justement à travailler ensemble. Au Canada, il y a un plan sur les langues officielles. Moi, j'aimerais voir un grand plan d'action pour la francophonie qui aurait été fait justement, qui aurait été co-construit. Une francophonie aussi qui a de particularité d'avoir très peu de pays dont le français est la seule langue. Hein? À part la France, Haïti, même, non? Haïti, d'autres langues. C'est-à-dire, la francophonie, elle est aussi toujours en train de vivre sur une frontière linguistique. C'est une francophonie plurilingue, c'est une francophonie pluriculturelle, c'est une francophonie plurinationale. C'est une francophonie aussi où on a tous des formes d'aliénation, d'insécurité linguistique, donc on doit s'épauler. On doit vraiment s'appuyer l'un et l'autre pour s'assurer qu'on puisse faire de cette langue, comme je disais tout à l'heure, un outil au service de la liberté des gens, faire de cette langue une langue de promotion sociale et économique et culturelle. Alors, évidemment, c'est peut-être abstrait, c'est peut-être fondé sur des valeurs, tant mieux, mais c'est un appel aussi à décentrer cette francophonie, la débureaucratiser pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble sur le terrain, avoir des résultats concrets de qu'est-ce que ça veut dire vivre en francophonie. Eh bien, pour moi, et encore une fois, depuis l'Argentine, l'Amérique du Sud, je dirais que la francophonie représente, et dans le milieu universitaire notamment, une voie vers une internationalisation alternative. Il y a un discours très pesant de l'internationalisation dans l'enseignement supérieur anglophone, où tout le monde parle des mêmes topics, des mêmes thèmes, du même agenda. Et je crois que ces partenariats avec des pays francophones au niveau scientifique, universitaire, ça ouvre la voie à d'autres types d'expériences, d'autres types de discours, de traditions, de liens bien plus diversifiés. Non seulement, par exemple, ces liens Amérique latine et Canada qu'on commence à explorer, et même en passant par la Guyane, mais aussi vers l'Afrique, qui est une relation qui n'a jamais, presque, je crois, été vraiment exploitée en termes universitaires et scientifiques. Donc, ces relations bien plus horizontales et qui ont beaucoup à donner encore et qui n'ont pas vraiment été développées. Donc, c'est un peu dans ce sens où moi particulièrement j'appuie, je milite pour ce rapprochement, cette intensification des liens par rapport aux institutions francophones.
Donc, comme la porte ouverte vers une autre forme d'internationalisation, de nouvelles opportunités et qui n'ont pas encore été exploitées ou explorées. C'est encore passionnant. Donc, on peut parler au niveau international, finalement, de attention, il y a des conflits, il y a des menaces qui existent, et puis quelque part, il faut essayer d'avoir une réponse solidaire, avoir quelque chose en commun pour mobiliser un peu tous les membres, sans oublier qu'on peut aller chercher aussi d'une manière cohérente d'autres partenaires internationaux. On a vu aussi à travers vos discours que quelque part, en plus, la pandémie actuelle a fait encore plus cette absence et on a vraiment besoin d'une coordination. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la francophonie se trouve dans des pays où on a plusieurs langues souvent. Et donc, comment amener finalement ce pluriculturel, plurilingue à faire un atout pour faire justement cet échange et cette collaboration, éliminer un peu ce qui est bureaucratique, amener quelque chose de décentré et amener du concret pour que finalement on puisse parler des succès. Et quand on parle aussi de la francophonie au Québec, on parle aussi de la francophonie canadienne qui est aussi assez diversifiée, bien présente, et avoir quelque chose aussi de cohérent là-dessus. Et la partie internationalisation, en donnant une alternative, je trouve ça très intéressant, en disant on propose quelque chose d'autre, c'est une autre voie que la voie classique anglophone, c'est comment est-ce qu'on peut lier et aller chercher d'autres types de collaboration, si j'ai bien compris les dernières interventions, et puis essayer peut-être de développer ce lien Amérique du Sud-Afrique dans un autre plan qui serait intéressant. Je ne sais pas par rapport à ces trois questions, si vous voulez, avant de conclure chacun, apporter d'autres éléments. Bah, moi, j'aimerais peut-être rajouter deux choses, je pense, pour la suite des choses. Je ne vais pas proposer des solutions parce que, bon, évidemment, les francophonies, et j'insiste vraiment sur les francophonies, il y en a plusieurs. Alors, c'est toujours un défi vraiment d'esquisser là des solutions à quelques-uns des enjeux que nous avons évoqués, parce que, évidemment, le contexte est extrêmement important. Mais avant de nous quitter, il y a peut-être pour moi deux principes extrêmement important qui devrait, je crois, guider l'action de cette francophonie-là, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit économique, qu'elle soit géopolitique. Le premier, évidemment, c'est l'importance vraiment d'une francophonie de proximité. La francophonie institutionnelle, bien évidemment, ne peut être le seul moteur de la francophonie. Il y a à ses côtés, et plus que jamais, évidemment, une francophonie des peuples. Et je pense que c'est extrêmement important et ça va dans le sens de ce que Linda disait tout à l'heure quand elle parlait vraiment là de la bureaucratie, quand elle parlait vraiment de cette forme d'élitisme qui a longtemps caractérisé la francophonie. Et je pense que vraiment, il nous faut actuellement revenir aux fondamentaux. La francophonie des peuples, parce que la francophonie, évidemment, dans mon esprit, parlera d'autant mieux aux francophones, évidemment, qu'elle, d'abord, sera en mesure de leur apporter un plus dans leur vie quotidienne. Et en ça touche évidemment au second principe que je voulais évoquer, évidemment, c'est celui d'une francophonie utile. C'est important. L'avenir de la francophonie passe aussi, et je l'ai dit plus tôt, par l'affirmation de son utilité au quotidien pour les populations. Le soutien des populations sera d'autant plus fort et durable que cette francophonie-là constituera pour elle un facteur de mieux-être. Et il y a vraiment là plusieurs aspects dans la vie quotidienne des gens sur lesquels cette francophonie-là vraiment peut agir et apporter une réponse vraiment originale, nuancée, équilibrée et qui permet finalement aux gens d'aller de l'avant. Donc, pour moi, c'est vraiment deux importants principes qu'il faut en tout temps garder à l'esprit. Moi, j'aurais deux points aussi.
à ajouter dans notre beau programme pour l'avenir de la francophonie. 2 points qui reposent sur l'idée selon laquelle on ne peut pas, comment je peux dire, on peut pas compter seulement sur la vertu des gens pour s'assurer de cette nouvelle francophonie. Il faut des politiques publiques, il faut que les gouvernements interviennent. Et j'aimerais, moi, voir les gouvernements mettre en place un grand programme de renforcement de la francophonie scientifique, que ce soit le gouvernement du Canada, la France, etc. Sans doute qu'à l'intérieur de leur région ou à l'intérieur des universités, il y a des initiatives en ce sens, mais sur le plan international, j'aimerais beaucoup qu'on incite les universités partout dans le monde de la francophonie à se donner des politiques linguistiques pour s'assurer qu'on crée des conditions favorables à l'épanouissement de cette francophonie dont Sani appelle de ses voeux, qu'on finance de la création du contenu pédagogique en français, qu'on mandate des universités, qu'on mandate des groupes de recherche à faire du... Il faut occuper l'espace du numérique et il faut donner à nos chercheurs les moyens de l'occuper cet espace et il faut leur donner des projets, des financements pour qu'on puisse créer du contenu en français. Il faut davantage aussi impliquer les étudiants dans la création de ce contenu. Un des problèmes avec les jeunes, c'est qu'on fait des choses pour eux, mais il faut faire des choses avec eux et elles. Il faut les impliquer très tôt dans ces projets, maintenir leur intérêt, susciter leur intérêt. Et pour les chercheurs, je dirais qu'il faut arrêter de fonder le succès de la carrière de nos collègues sur le nombre de publications en anglais. Ça, c'est sans doute une directive aux universités, mais en francophonie scientifique, il faut arrêter de penser que le salut passe par l'anglais. Les collègues francophones ne nous lisent pas nécessairement parce qu'on publie en anglais. Ce n'est pas un critère de succès nécessairement, mais il y a une fausse adéquation entre la diffusion du savoir, la production du savoir et la reconnaissance qu'on a pour cette production. On produit un savoir pour notre milieu, pour faire avancer les connaissances, puis on est évalué selon d'autres critères. C'est comment on aide nos universités à monter dans les palmarès ou bien combien de fois on a été publié dans une grande revue en anglais que 3 personnes vont lire parce qu'il y a 3 spécialistes dans le domaine, désolé pour la caricature. Et je dirais, en dernier, ma deuxième solution, mais dans la poursuite de la première, c'est qu'il faut vraiment recadrer la francophonie pour qu'on puisse penser que notre francophonie, elle est inclusive, elle est économique, elle est citoyenne, que c'est une francophonie qui a à cœur la lutte contre les inégalités. Il faut la repenser à travers des projets structurants, que ce soit la formation des enseignants, que ce soit des programmes d'internationalisation à travers le numérique. En tout cas, moi, je vous convie à aller voir ce que fait l'AUF. L'AUF fait partie de la solution, je dirais, à cause de ses valeurs, mais aussi à cause de ses projets très concrets. Alors, merci beaucoup. Moi, je vois revenir des mots, des notions sous différentes formes, la francophonie des peuples, horizontale, débureaucratisée, et moi je parlais d'expériences vitales à travers cette langue ou dans cette atmosphère culturelle. Et donc, je crois qu'on va à peu près dans le même sens tous, et de prôner ou de générer des conditions pour que des expériences se créent liées à la francophonie, à ses valeurs et aux opportunités qu'elle ouvre pour tous. Et notamment, mais pour les problèmes concrets, pour les besoins concrets des gens, qu'ils soient dans l'université ou ailleurs. Et donc voilà, pour exemple, dans cette situation de pandémie on vit à travers le numérique, mais on a eu aussi la possibilité, grâce justement à ces programmes de coopération, de faire des cours mixtes où les étudiants sont ici et au Canada, par exemple, et ils interagissent dans ce milieu numérique. Donc, je parle un peu de ça, d'expériences qui sont marquantes, qui restent dans la mémoire des gens et qui ouvrent des nouvelles opportunités, des nouvelles idées. Et donc, c'est peut-être un petit exemple, mais ça va un peu dans le sens de ce qu'on a dit. Et
donc multiplier les opportunités de mise en relation dans une vision d'amélioration des conditions, de multiplication des opportunités de développement finalement. Voilà. Merci. D'où aussi tous les projets de collaboration depuis 36 ans dans les entretiens Jacques Cartier qui sont là pour être 100% francophones. Et donc, ça nous encourage à continuer à faire notre petit bout de chemin aussi avec tous là-dessus. Est-ce que Sani, tu voudrais dire un dernier mot de fin? Je voulais tout simplement remercier les collègues, les collègues qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, réfléchir avec et ensemble avec nous sur ces différentes thématiques-là. Je remercie bien entendu aussi le public qui a bien voulu prendre de son temps pour nous écouter. Alors, donc voilà. Merci. Moi, je voudrais vous remercier tous, donc Sani, Linda et Ilia, pour avoir participé à cette table ronde. Et je vous donne rendez-vous donc sur la plateforme pour écouter l'ensemble des conférences. Et puis peut-être, on espère bien, en présence, on ne sait pas, au mois de mai, comment ça se passera, mais il y aura la suite des entretiens Jacques Cartier au mois de mai 2021. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir.